Histoire vivante, proposée par Irène Chalon et Jean Leclerc. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran, en passant par la Provence, l'agence, sa vie, ses heures. Elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. Elle pouvait recruter des armées, acheter des banques. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. La sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement. Le coup d'État de 1953 a été considéré à l'époque par la CIA comme un véritable succès. En 1954, les États-Unis intervenaient presque ouvertement pour abattre un gouvernement de gauche qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts stratégiques et commerciaux. Ce n'était pas la première sale combine menée à l'étranger avec succès, mais ce fut certainement la première de cette ampleur. Elle a en quelque sorte donné à l'agence son statut de majorité. Que vient faire Mr. Edward dans les parages? Quelle est sa mission? Qui la lui a confiée? Quels sont les projets du nouveau président? Comment va-t-on lui en dissuader? Quel dictateur sera fait docteur honoris causa? Qui entend transformer le pays en cimetière? Quelles sont les actions à la Casa Negra? Que fait-on à la base aérienne? Que va donc publier le Baltimore Sun? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Procès en stand-by ». Le procès de Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt est responsable como autor del delito de génocidio. La brève période de Ríos Montt à la tête du Guatemala a été l'une des plus meurtrières de la guerre civile guatémaltèque. Fort du coup d'État en Iran qui a permis le rétablissement sur son trône du Shah d'Iran, la CIA entend réitérer au Guatemala. Nous sommes au début du printemps de l'année 1954. Sous la couverture d'un homme d'affaires international, un agent de la CIA se mêle à la foule anonyme de Guatemala City. Son nom, Howard Hunt, âge 35 ans, né à Hambourg, État de New York en 1918. Gradué de l'université Brown, officier de l'OSS derrière la ligne de front en Chine au cours de la Seconde Guerre mondiale, spécialiste des actions clandestines, parlant couramment l'espagnol. Le directeur de la CIA, Alan Dulles, l'a envoyé en Amérique centrale pour déterminer dans quelle mesure les officiers de haut rang sont loyaux au président du Guatemala. L'agent Hunt, dans son rapport, écrit que de nombreux officiers lui sont déloyaux. C'est une information importante pour les projets de la CIA. Le Guatemala est alors dominé par une société américaine géante, la United Fruit. Les fruits, bien sûr, mais aussi les chemins de fer, le réseau téléphonique, sans oublier les postes. La United Fruit contrôle tout ou quasi au Guatemala. La plupart des Guatémaltèques vivent dans la pauvreté. 75% sont analphabètes. L'espérance de vie est de 40 ans. Le président qui vient d'être élu, Jacobo Arbenz, promet une réforme agraire et s'engage à casser le monopole de la United Fruit. La CIA pense que c'est un sympathisant soviétique, un pro-communiste. Pressé de moderniser son pays, le président Arbenz confie 200 000 hectares de terres non encore cultivées par la United Fruit. Il s'apprête à redistribuer ces terres aux paysans. La multinationale en appelle au secrétaire d'État, le frère du patron de la CIA, Foster Dulles. Foster Dulles, qui était jadis l'avocat conseil de la société. Foster Dulles, qui se montre immédiatement d'accord pour apporter son concours et surtout débarrasser le pays d'un président qu'il considère communiste. Son frère, Alan Dulles, outre le fait d'être patron de la CIA, était aussi, avant de devenir actionnaire de la United Fruit, membre de son conseil d'administration. Il reçoit donc carte blanche pour parvenir à ses fins. La CIA donne à son opération le nom de code de succès. La tentative du coup d'État projeté va dépendre d'une poignée de soldats, de quelques avions et du recours massif à la guerre psychologique. La CIA forme une équipe expérimentée. Sous commandement de Richard Bissell, assistant d'Alan Dulles pour les opérations spéciales, la CIA confie à l'agent très expérimenté Howard Hunt la responsabilité de l'action politique. Objectif, renverser le paysan
et le remplacer par le colonel Carlos Castillos Armas. Armas est un officier de l'armée de terre. Il a déjà amorcé une première tentative de coup d'État qui a avorté. Pratiquement inconnu en dehors du Guatemala, c'est un anticommuniste sur lequel on peut compter pour défendre les intérêts de la United Fruit. La CIA installe un camp d'entraînement clandestin dans un pays, le Honduras voisin. Armas recrute plusieurs centaines d'exilés guatémaltèques et quelques soldats de fortune pour former ce qu'ils appellent une armée de libération. Pour l'opération Succès, la CIA sort du rebut 4 bombardiers datant de la Seconde Guerre mondiale. Des pilotes américains volontaires les piloteront. La clé du succès, ce sera pourtant la guerre psychologique. On va s'employer à faire croire à Arbenz qu'une révolution généralisée est en cours. Grâce à des stations de radio clandestines, l'équipe de la CIA, chargée de la propagande, orchestre une campagne de pression psychologique visant à semer la confusion chez Arbenz. La CIA diffuse des informations mensongères au terme desquelles l'armée révolutionnaire se masserait à la frontière, prête à envahir le pays. Arbenz commence à paniquer, il mord à l'hameçon et croit que ce qui n'est qu'une armée d'opérette est en fait une armée puissante d'invasion soutenue par les États-Unis. Arbenz s'adresse à l'Union soviétique pour obtenir des armes. En mai, un cargo suédois arrive au Guatemala avec un chargement d'armes légères en provenance de la Tchécoslovaquie. Washington a maintenant son prétexte pour renverser Arbenz. Le 18 juin 1954, la petite armée de libération du colonel Armas de la CIA franchit la frontière à bord de quelques camions cabossés. Une fois au Guatemala, il n'y a pas de foule en délire à se presser dans les rues. La soi-disant armée fait halte après n'avoir roulé que sur une dizaine de kilomètres et regarde ce qui va se passer. Les 4 bombardiers dépêchés par la CIA décollent et atterrissent sans cesse depuis l'aéroport de Managua. À les voir ainsi, et sans savoir que ce ne sont que les 4 mêmes appareils qui forment ce manège incessant, on pourrait croire à un vaste pont aérien. L'effet est saisissant, l'effet réussi. Les pilotes transportent dans les soutes tout ce qui peut provoquer un vacarme impressionnant. Leurs armements, blocs de dynamite attachés à des grenades, bouteilles de limonade emplies d'essence, et ils lâchent tous ces explosifs, mitraillant en rase-motte et visant les cibles les plus visibles. Dépôts de munitions et casernes. Bien qu'il n'ait fait que peu de victimes, les raids aériens sapent le moral de l'armée et du peuple. Par la radio, la propagande diffuse des récits triomphants de victoires fictives qu'une prétendue armée de 5000 hommes aurait emportées. L'armée de libération aura en tout et pour tout comporté 400 hommes et ne combattra jamais. Mais Arbenz croit tout ce qu'il entend. Totalement déstabilisé par les reportages de la CIA, il démissionne et va se réfugier à l'ambassade du Mexique. Le colonel Armas passe cette fois-ci à l'action. 50 000 personnes, munies de pétards à papillotes fournis par la CIA, font une ovation alors qu'il entre dans la capitale. Au début du mois de juillet 1954, Castillo Armas est élu président du Guatemala. Il était bien sûr le seul candidat à cette fonction. La United Fruit s'empresse de récupérer les terres qu'Arbenz avait confisquées. Armas fait arrêter 4000 personnes soupçonnées d'être communistes. Il révoque la Constitution de 1945 et supprime tous les droits civiques de la population. Très vite, il devient dictateur. À la fin de l'année 1954, il est en visite aux États-Unis et fait l'objet d'une parade à la new-yorkaise, et il est fait docteur honoris causa des universités de Fordham et de Columbia. Le deuxième coup d'État d'Alan Dulles
n'aura duré que 3 semaines et coûté quelques 20 millions de dollars. Mais pour le Guatemala, nous n'en sommes qu'au début du cauchemar. Histoire vivante. Cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, procès en stand-by. 10 ans après le coup d'État ayant permis le renversement du gouvernement Arbenz, un nouvel homme tient les rênes du Guatemala, le colonel Peralta. Mais il existe toujours une opposition dans le pays et la venue au pouvoir de Castro à Cuba n'est pas faite pour établir un climat de stabilité dans la région. Peralta veut mater l'insurrection dans l'œuf. Il déclare « S'il est nécessaire de transformer le pays en cimetière pour le pacifier, je n'hésiterai pas à le faire. » Il ne bluffe pas. Il demande à l'ambassadeur des États-Unis à Guatemala City de lui trouver un homme capable de pacifier le pays, un spécialiste en contre-rébellion. Le diplomate déniche l'Américain John Logan, qui a fait ses classes au Venezuela. Là-bas, il a aidé le gouvernement à écraser une révolte. C'est un pro de la chose. Officiellement, Logan travaille à l'AID, agence américaine d'aide au développement, comme conseiller en sécurité intérieure. En réalité, c'est un homme de la CIA, parmi les plus durs. Fin décembre 65, Logan présente au chef de l'armée, de la police et des services spéciaux guatémaltèques son plan secret pour en finir avec les terroristes. Premièrement, installation dans le palais présidentiel d'une cellule clandestine qui coordonnera toutes les activités anticommunistes légales ou interdites. C'est le début de la Casa Negra, la mystérieuse chambre noire que tous les Guatémaltèques évoqueront pendant des années avec effroi, sans jamais être sûrs de son existence. Deuxièmement, exécution de raids dans Guatemala City pour faire sortir les communistes de leur cachette. Troisièmement, création à l'intérieur des villes de zones gelées, entièrement contrôlées par les forces de l'armée. Dans un rapport du 4 janvier 66, l'as de la contre-rébellion relate avec satisfaction son entretien avec le colonel Peralta. Celui-ci vient de lui annoncer en confidence qu'il va offrir une récompense en liquide pour tout leader communiste arrêté ou tué. La machine infernale de la terreur blanche est lancée avec l'argent et la complicité de Washington. Les premières exécutions clandestines de masse commencent 3 mois après la rencontre Logan-Peralta. Le chef de la CIA au Guatemala écrit en mars 66 à l'anglais le siège de l'agence. Les communistes et terroristes suivants ont été secrètement exécutés par les autorités guatémaltèques dans la nuit du 6 mars. Suit une liste de noms. L'exécution de ces personnes ne sera pas annoncée et le gouvernement du Guatemala niera qu'elles aient jamais existé. Parmi les suppliciés, il y a le leader du Parti socialiste populaire, la figure de proue de la résistance, Victor Emmanuel Gutiérrez Garbin. À l'anglais, bien sûr, on se réjouit de cette mort secrète qui prive le mouvement révolutionnaire d'un chef charismatique. Un an plus tard, en 67, la terreur orchestrée par la Casa Negra devient folle. L'opinion mondiale s'émeut de ces massacres. Pour la calmer, le président guatémaltèque change de ministre de la Défense et envoie d'autres gradés en poste à l'étranger. La CIA, elle, connaît les vrais desseins du nouveau président. Le chef de poste à Guatemala City câble. Le gouvernement guatémaltèque est opposé au renouvellement d'opérations de contre-rébellion qui font l'objet de publicités défavorables. Va-t-il alors arrêter les tueries ? Évidemment non. L'espion poursuit, rassuré. Le gouvernement veut que les insurgés qui sont tués par les forces de sécurité semblent être morts au cours d'affrontements militaires, quelle que soit la façon dont ils sont réellement morts. Un juge sera appelé sur le lieu du prétendu engagement armé dès que possible. Une fois de plus,
L'état d'urgence est décrété au Guatemala, où les attentats terroristes et les règlements de compte entre l'extrême droite et la gauche castriste ont fait près de 2000 victimes en moins de 2 ans. À ces listes officieuses des hommes à abattre affichées sur les murs de la capitale répondent celles qui sont publiées régulièrement chaque mois sous le manteau par les organisations rebelles. Au bout de cette escalade de la terreur, l'assassinat la semaine dernière de Rogelia Cruz Martinez, Miss Guatemala 1959, connue pour ses sympathies envers les guerrilleros. Et, en représailles sans doute, l'assassinat de l'attaché naval américain et du chef de la mission militaire américaine, le colonel Weber, tué mardi près de l'aéroport de La Aurora. Reportage Guatemala, 1968. La Aurora, à 2 heures de vol à peine de Miami, où tous ces officiers assistaient justement côte à côte, avant les fêtes de Noël, à la traditionnelle parade de l'armée de l'air guatémaltèque. À la place d'honneur, El Señor Presidente, Monsieur le Président, le professeur Mendes Montenegro, qui est au pouvoir depuis 1966, une performance pour un civil et surtout pour un ancien chef de l'opposition. Ce jour-là, sur le terrain de la Aurora, toute la bonne société guatémaltèque était là. Cette haute bourgeoisie qui constitue justement le principal frein au projet réformiste du président, toujours soumis à l'étroite tutelle de l'armée. Par 4 fois, l'état de siège a été proclamé et les prisons ne désemplissent pas. Chaque semaine, devant ce vieux fort de Guatemala City, qui date de la colonie espagnole, les mêmes scènes se répètent à l'heure de la visite des familles aux prisonniers de tout genre et de toute tendance, même de droite, qui sont entassés là. Un espoir pourtant pour ces prisonniers. On sort de là plus facilement que sous les dictatures militaires qui se sont succédées depuis plus de 13 années. « 13 années de tourmente politique depuis le fameux week-end tragique. En 1954, les États-Unis intervenaient en effet, presque ouvertement, pour abattre un gouvernement de gauche qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts stratégiques et commerciaux. Et après la chute d'Arbenz, c'était l'entrée triomphale des troupes du colonel Castillo Armas à Guatemala. L'ordre américain était une fois de plus préservé. Qu'est-ce qui change maintenant? Change seulement que pour la première fois à la vie politique du Guatemala, un parti d'opposition est triomphant dans les élections. C'est une chose très importante pour nous, vraiment. C'est la première fois dans l'histoire du Guatemala. Une grande partie des ressources du Guatemala, en ce moment, sont destinées à lutter contre la subversion qui vient de la droite extrême, de la gauche extrême aussi. Et les restes, c'est-à-dire il y a un commencement de crise économique, précisément parce que c'est impossible, dans cette situation d'anarchie, disons, un principe d'anarchie, de faire des œuvres matérielles importantes pour le développement économique du pays. L'histoire du Guatemala est pleine de dictatures, est pleine de tyrannies terribles. Il a la méfiance contre la politique et contre les choses, et surtout la méfiance contre la dictature militaire, qui a été toujours ici une chose très dure et très louche, si vous voulez. Soy el jefe del mando militar de la región central. En tant que chef du commandement militaire central des forces révolutionnaires, je peux constater qu'ici, dans la capitale, la répression sévit, plus encore que sous le gouvernement militaire antérieur. On emprisonne, on torture, on assassine. Se encarcela, se tortura, se asesina, se desaparece gente. Nous luttons pour que notre pays progresse, pour les pauvres, pour que cesse la faim et l'exploitation de l'homme, la misère.
decir, que se termine la explotación, el hambre, la pobreza en general, ¿verdad? Combien de temps durera notre lutte? 1 an, 5 ans, 20 ans peut-être, ou même plus, peu importe. Con respecto al tiempo que triunfaremos, esto lo determinará la capacidad de organización que tengamos, que bien puede ser el año entrante, dentro de 5 años, 20 años o más. Qu'est-ce que 20 ans, en effet, au regard des siècles de colonie espagnole, de domination de la vraie religion, d'un monde blanc ou métis qui est celui des villes et de la capitale. Guatemala City, au centre, une 6e avenue aux vitrines et aux produits étiquetés à l'américaine, où la population a doublé en 10 ans. Et puis, épave laissée par ce flux vers les lumières de la cité, des bidonvilles, un front des pauvres qui pousse ses avant-pointes jusqu'aux rues du centre, 2 marques de reconnaissance, le cuivrage accentué des visages, les pieds nus. Ces ruraux, devenus citadins, devront sans doute se battre pour trouver du travail. Du moins, ne seront-ils pas obligés, comme au temps de la tyrannie du Bico, de présenter un certificat d'emploi pour éviter la carcelle. Autre temps, autre mœurs, en 1935, le terrible Don Jorge avait en effet publié une loi sur le vagabondage qui punissait de 2 mois de prison tout guatémaltèque arrêté sans le carnet prouvant qu'il avait travaillé au moins 280 jours l'année en cours. Un excellent moyen pour les grands propriétaires terriens de trouver une main-d'œuvre docile et bon marché, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la loi de l'offre et de la demande suffit pour se procurer à peu de frais péons et domestiques. Code du travail, réformes agraires, 2 aspirations fondamentales que les successeurs du Bico allaient tenter en vain de satisfaire. En 1954, le colonel Arbenz, condamné par Washington, fut lui-même victime d'un romantisme révolutionnaire qui dépassait son peuple. Depuis, il y a eu Cuba, Fidel Castro, l'intervention américaine à Saint-Domingue. Le Guatemala lui reste la proie de ses maîtres de toujours, mais de nouveaux venus, guérilleros marxistes ou maoïstes, tentent maintenant de s'y implanter. Je pense qu'eux, ils sont vissés sur certains pays comme le Venezuela, le Guatemala. Ils savent que si Guatemala il va tomber jamais dans les mains du communisme, ça tomberait toute l'Amérique centrale et même le canal de Panama serait un grand danger. Pour moi, c'est un danger réel. On souffre, nous, les attaques constamment. Ici, même dans les bureaux ici, on a fait déjà jeter une bombe et une semaine après, ils sont passés, ils ont mitraillé l'édifice. Hein. Alors ça, ils sont à l'attaque. On est dans la guerre chaude. Il n'y a plus de guerre froide. Le communisme se nourrit toujours de la condition socio et économique qui existe. De cette façon-là, je pense que c'est la misère du pays, la misère du peuple, les grands problèmes économiques qui existent au pays qui sont les plus grandes menaces pour le gouvernement. Si vous vous rappelez de l'intervention des États-Unis dans la République dominicaine, le problème qui a été posé dans la propagande était la menace du communisme d'arriver au pouvoir. Alors ici au Guatemala, cette sensation continue à jouer un rôle très important dans la politique des États-Unis. Je connais pas mal l'armée à Guatemala, je suis pas mal ami avec pas mal d'officiers. Et pour moi, c'est l'unique secteur qui nous reste ici avec de l'ordre, avec la discipline, et sur lequel on peut compter au moment d'une émergence. Enfin, tant la citoyenneté en général, comme le président de la République et le gouvernement, c'est sur l'armée qu'on compte le plus pour pouvoir maintenir au moins un statu quo. Dans ce palais où un de ses prédécesseurs, Castillo Armas, fut assassiné, devant la grande plaza que balaie le flux et le reflux de la vie politique guatémaltèque, le président Monténégro paraît en tout cas sûr de lui. Las guerrillas han declarado públicamente. Les guérillas, en ce qui les concerne, le président est formel. Leur but avoué, dit-il, c'est l'implantation ici d'un régime socialiste. Leur moyen, le recours aux armes. Desde el punto de vista ideológico, nosotros las adversamos. Au point de vue idéologique, ajoute-t-il, nous les combattons sans faiblesse. Sur le plan militaire, nous leur avons asséné de rudes coups ces temps derniers.
las estamos combatiendo muy efectivamente, al punto de que en los últimos días se le han asestado duros golpes. J'espère que bientôt le pays sera débarrassé des guérillas. Quant à son régime, le président Monténégro le définit en professeur plutôt qu'en politique. Mon gouvernement est démocratique, dit-il, et je ne parle pas de la démocratie formelle du siècle dernier, mais d'une démocratie fonctionnelle et intégrale, forte d'un contenu social, économique et culturel. Sociales y culturales. Les massacres continuent donc, mais loin des regards. En 71, l'aide militaire américaine arrive à échéance. Il faut alors convaincre le Congrès de la renouveler, malgré l'opposition d'une grande partie de la presse américaine. L'ambassade américaine, à Guatemala City, rédige un plaidoyer aux responsables de la commission parlementaire chargée d'étudier la question. Un rapport secret totalement mensonger. Le diplomate écrit en effet que le gouvernement du Guatemala utilise dans l'ensemble des méthodes orthodoxes pour lutter contre le communisme, même si parfois il y a quelques abus. Il ajoute « Notre aide a joué un rôle positif pour permettre à la police guatémaltèque d'assurer sa mission d'une manière professionnelle et légale. » Et pour être bien certain d'obtenir des dollars pour les bourreaux, l'ambassadeur renchérit. « Si nous ne soutenons plus les forces de l'ordre de ce pays, celle-ci pourrait avoir recours à davantage de procédés illégaux. » Et le Congrès cède. L'Amérique continue de financer cette violence jusqu'à ce que Jimmy Carter décide, au nom des droits de l'homme, de mettre un terme à l'aide militaire en 1977. Mais le sursaut moral est de courte durée. Dès qu'il s'installe à la Maison-Blanche en 1981, Ronald Reagan décide de revoir la politique américaine en Amérique centrale. Il envoie un émissaire spécial, le général Vernon Walters, ancien numéro 2 de la CIA à Guatemala City. L'année suivante, l'aide militaire est reprise. Washington sait pourtant que le pouvoir guatémaltèque va engager dans les hauts plateaux une répression pire que toutes les autres. La base aérienne de Retalhuleu est transformée en un immense centre de torture. Les prisonniers y sont enfermés dans des puits remplis d'eau. Pour ne pas se noyer, ils doivent s'accrocher aux grilles au-dessus de leur tête jour et nuit. Morts, ils sont ensuite jetés dans les fosses communes qui, une fois pleines, sont bétonnées. C'est en 1994 que l'une d'entre elles sera découverte par les médias américains, ce qui accélérera la fin du régime. Histoire vivante. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran en passant par la Provence, l'agence Sa vie, ses œuvres. Au début des années 80, on comptera environ 70 000 suppliciés. En 1983, pourtant, l'aide militaire américaine est décuplée pour atteindre 50 millions de dollars. Et dans le même temps, le département d'État accuse Amnesty International, qui dénonce les atrocités perpétrées par les militaires guatémaltèques, d'être complices d'une campagne de désinformation au service des communistes. C'est après l'assassinat d'un citoyen américain, Michael Devine, assassinat à propos duquel la presse américaine soupçonne fortement les services guatémaltèques d'être les coupables de ce meurtre, et seulement après que l'Amérique fera un virage à 180 degrés.
C'est un document de 15 pages au titre anodin. Manuel de formation pour l'exploitation des ressources humaines. Pourtant, jusqu'à ce que le Baltimore Sun obtienne sa publication par la CIA en 1997, il était classé secret. Et pour cause, il s'agit tout simplement d'un manuel de torture écrit en 1963 par les spécialistes de l'agence de renseignement à l'usage de leurs homologues d'Amérique centrale, Honduras et Guatemala en particulier. Toutes les méthodes pour faire parler les rebelles sont enseignées dans cet effrayant guide pratique. Il y est écrit « La salle d'interrogation est un champ de bataille. Là, il s'agit de créer pour le sujet des situations déplaisantes ou intolérables. » Intolérable, le chapitre central s'appelle « Technique coercitive ». Celles-ci, est-il écrit, sont justifiées quand le sujet à questionner a été entraîné à résister aux méthodes non violentes d'interrogation. Et les officiers américains ajoutent « Nous ne prônons pas l'utilisation de ces techniques coercitives, mais nous tenons à vous les faire connaître et à vous indiquer les manières efficaces de les pratiquer. » L'humiliation d'abord. Il est recommandé d'interroger le suspect nu, les yeux bandés, dans une pièce sans fenêtre, insonorisée et dépourvue de toilettes. Les officiers de la CIA incitent également les tortionnaires à préparer le sujet en lui faisant subir un prétendu examen médical approfondi de l'ensemble de son corps, y compris, est-il écrit, de tous les orifices. La douleur ensuite. À son propos, les spécialistes S-torture ont une théorie déroutante. Menacer d'infliger une douleur peut susciter une peur plus grande que l'immédiate sensation de la souffrance. En fait, la plupart des gens sous-estiment leur capacité à résister à la douleur. Mais bien entendu, il n'est pas question de renoncer à faire mal si nécessaire. Là encore, la méthode la plus efficace n'est pas celle que l'on croit. Voici ce qu'on peut lire. La douleur que l'on inflige à un sujet peut accroître sa volonté de résister. En revanche, la douleur qu'il pense s'infliger lui-même a plus de chances de saper ses résistances. Si l'on ordonne à un suspect de rester dans une position fixe, telle que se tenir debout sans bouger ou rester sur une chaise pendant plusieurs heures, le sujet considère que la source de sa souffrance est lui-même et non celui qui interroge. Après un certain temps, affirment les agents de la CIA, il va probablement épuiser sa force interne de motivation et parler. Si c'est insuffisant, il reste évidemment les bonnes vieilles recettes des tortionnaires de tout temps pour affaiblir physiquement le sujet, l'extrême chaleur ou le froid glacial, le manque de nourriture ou de sommeil. La terreur également. Menacer de massacrer la famille du suspect, de violer ses sœurs, de le tuer lui-même. Cette terreur est également conseillée. Mais un bon bourreau se doit de l'utiliser avec modération, car, selon les agents américains, si une forte peur peut faire craquer le sujet, une panique prolongée peut plonger celui-ci dans une apathie défensive dont il sera difficile de le sortir. La désensorialisation de l'environnement a aussi fait ses preuves. Elle augmente considérablement le stress et l'anxiété. Dans l'idéal tortionnaire, la cellule du suspect doit être totalement insonorisée, sans un brin de lumière, sans odeur et uniforme au toucher. Pour l'arrestation des suspects, les modalités sont très importantes. Le moment idéal, lit-on dans le manuel, ce sont les premières heures du matin. C'est là que l'on peut créer le choc psychologique et le sentiment d'insécurité le plus violent. Enfin, les cellules des prisonniers doivent avoir des portes en métal, car le fait de fermer une porte lourde derrière le sujet donne à celui-ci le sentiment d'être coupé du reste du monde. Après que le Baltimore Sun ait publié ce document,
La CIA a ordonné une enquête interne pour savoir si elle avait seulement formé les bourreaux ou si, dans le passé, ces agents avaient aussi participé directement aux interrogatoires. L'inspecteur général de la CIA a rendu son rapport en octobre 1998. Il y admet que l'agence connaissait les multiples atteintes aux droits de l'homme commises au Guatemala, également au Honduras, et qu'à ce sujet, l'agence avait menti au Congrès et à la Maison-Blanche. Mais par ailleurs, le rapport concluait en démentant toute implication directe d'officiers de renseignement américains dans les tortures. La guerre civile aura duré 36 ans au Guatemala, fait plus de 200 000 morts et disparus, particulièrement dans la population indienne. Car le Guatemala a été, en Amérique centrale, un terrain privilégié des conflits de la guerre froide et un laboratoire de pointe pour des traitements psychologiques issus des expériences des États-Unis au Vietnam. L'affaire Pellicer en fut l'exemple le plus célèbre, illustrant la coopération active entre la CIA, l'armée américaine et les militaires guatémaltèques. Dans l'atmosphère de violence de l'époque, en 2 ans, 12 prêtres avaient été assassinés. Un beau jour de juin 1981, un jésuite de 35 ans, Luis Pellicer Feina, très apprécié dans les milieux étudiants de la capitale, connu pour son engagement en faveur des victimes d'un pouvoir aux abois, est intercepté à un feu de circulation en plein centre de la capitale. Extrait de sa voiture qui est laissée sur place, il disparaît sans laisser de traces. Du côté des autorités, un silence pesant tient lieu d'explication. Le 30 septembre 1981, à la stupeur générale, Luis Pellicer réapparaît dans une conférence de presse télévisée devant les caméras de Canal 5, la chaîne réservée aux militaires. À ses côtés se trouve le ministre de l'Intérieur en personne. Il parle pendant 45 minutes devant un parterre composé du tout Guatemala politique, diplomatique, ecclésiastique et journalistique. Puis il répond longuement à une trentaine de questions de l'auditoire. 2 heures durant, l'intéressé parle de sa disparition comme d'un auto-enlèvement. Il décrit sa formation jésuite et son travail pastoral des dernières années. Il dénonce l'utilisation des mouvements laïques avec lesquels il était en relation et de plusieurs institutions catholiques au profit de la cause insurrectionnelle. Il avoue être membre de l'armée de guérilla des pauvres, principale organisation de la lutte armée depuis 1980. L'impact de cette conférence télévisée, rediffusée dans plusieurs pays d'Amérique centrale et du Sud, est considérable dans les milieux religieux et politiques. On sait désormais un peu mieux la vérité sur cette étrange histoire grâce à une enquête menée par l'Église de ce pays pour préparer, en 1994, les négociations de paix. Cette étude, serrée, a donné lieu à une publication de 1400 pages intitulée « Guatemala Nunca Más », Guatemala jamais plus. Dans ces volumineux documents est décrit l'itinéraire du père Pellicer comme un cas précis de ce que d'autres, moins célèbres, ont également enduré. On y lit notamment le rôle joué par le G2, la direction du renseignement militaire, rattachée à l'état-major de la défense nationale, qui s'est imposé à toute l'armée et qui s'est trouvé impliqué de façon grandissante dans les pires actes de violence. Disparitions, assassinats, enlèvements et tortures jalonnent son histoire. Quand le colonel Francisco Ortega Menaldo, membre éminent du G2, apprend la capture du jésuite, il demande à s'en charger. Il veut, note-t-on, appliquer ses connaissances en torture psychologique pour retourner le prêtre. Il prend cette affaire comme un défi personnel à relever. Certains officiers voient la chose d'un mauvais œil car ils se méfient de ses méthodes sophistiquées. Le rapport fournit des précisions importantes sur le rôle de la torture et sur les méthodes employées pour modifier la personnalité des captifs. Les tortionnaires, lit-on, se partagent entre dur et doux. Avec ces derniers, le prisonnier noue très souvent une relation de dépendance qui le rend plus vulnérable aux pressions, aux exigences et aux normes de ses tortionnaires. Il peut devenir davantage influençable par la propagande
et la nouvelle idéologie. Cette technique de rééducation, qu'on a parfois appelée lavage de cerveau, peut conduire le prisonnier à une lente et progressive métamorphose. Ce qui lui répugnait devient bon, et peu à peu, il troque ses anciennes croyances contre celles de ses bourreaux. La séquence est la suivante. Torture, amabilité. Torture, enseignement et propagande. Entraînement à la nouvelle idéologie. Et pour finir, période de suralimentation et forte chaleur humaine. L'individu est traité comme un convalescent. Le détenu peut se comporter en fanatique et se prêter à des objectifs politiques absolument contraires, mais vient généralement le moment où le prisonnier rebelle finit par reconnaître ses erreurs. Il en détaille les causes, il exagère même sa culpabilité, anxieux qu'il est d'en finir avec le cycle des mauvais traitements. Toutes ces techniques, qui sont consignées dans les manuels de formation aux interrogatoires, sont un échantillon du subtil usage de la psychologie et de la psychiatrie pour provoquer la souffrance comme moyen d'atteindre des objectifs politiques ou militaires. L'usage de stupéfiants est fréquent pour augmenter la confusion mentale du détenu ou pour le rendre plus influençable. Les services de renseignement ont ainsi utilisé du pentotal ou encore d'autres psychotropes. On raconte qu'à la fin des années 60, un guérillero des forces armées révolutionnaires, capturé, avait fait des déclarations à la radio dans lesquelles il reconnaissait sa participation à certaines opérations armées. Mais son altération psychologique était telle qu'au beau milieu de l'interview, en direct à l'antenne, Alain Rouquier, ancien ambassadeur, directeur de la Maison d'Amérique latine à Paris. Bien, le problème essentiel du Guatemala, c'est le problème de l'État. Avec une charge fiscale de moins de 10%, les 36% des pays de l'OCDE est environ de 20% dans la plupart des pays d'Amérique latine, l'État n'a pas les moyens de fonctionner. L'État n'a pas eu les moyens de créer une police moderne. L'État n'a pas eu le moyen de moderniser son appareil judiciaire. Et l'État n'a même pas eu les moyens de dégager les cadres de l'ancienne police et de l'ancienne armée parce qu'ils ne pouvaient pas leur payer leur retraite. Donc on a un vrai problème. C'est-à-dire que l'enjeu politique existe, mais cet enjeu est relativement limité parce que l'État n'a pas les moyens de ses politiques. Et le problème du Guatemala, c'est que vous avez d'un côté les milieux d'affaires très resserrés dans une confédération qu'on appelle le CACIF, qui tiennent le pays en main. Vous avez d'autre part l'armée, et entre les deux, il n'y a rien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu des accords de paix. Les accords de paix prévoyaient modernisation de la justice, création d'une police nationale civile moderne. Et elle prévoyait la démilitarisation du pays. Or, que propose maintenant Otto Pérez Molina ? La remilitarisation, alors que la démilitarisation n'a jamais eu lieu. Ça, c'est grave. L'armée a été réduite, le budget a été réduit, mais les militaires sont partout. Ils sont dans l'économie, mais ils sont dans le secteur de la sécurité. L'ancienne police a été versée dans la nouvelle police, donc il n'y a pas eu de changement. L'armée est toujours un peu l'épine dorsale de ce pays. La démilitarisation prévue par les accords de paix n'a jamais vraiment eu lieu. Et donc on a un problème de construction de l'État et de reconstruction de la démocratie qui est loin d'être achevé. Euronews, 21 mai 2013. Rios Montt avait été condamné le 10 mai dernier à 80 ans de prison, 50 années pour génocide et 30 pour crimes de guerre.
La Cour constitutionnelle du Guatemala vient d'annuler ce jugement pour vice de procédure suite à un recours des avocats de l'ex-dictateur guatémaltèque après que le tribunal ayant condamné Ríos Montt a refusé d'examiner une requête de récusation présentée par la défense. Comme l'a souligné le secrétaire adjoint de la Cour constitutionnelle guatémaltèque, cette décision annule toutes les procédures qui ont eu lieu après l'interruption temporaire du procès de Ríos Montt le 19 avril pour vice de procédure, tout comme la condamnation prononcée le 10 mai. Pour autant, ce retocage ne remet pas en cause la légitimité du procès et les témoignages. Le 10 mai, Ríos Montt, 86 ans, avait été jugé responsable du massacre d'au moins 1771 Indiens de l'ethnie Maya Ixil lorsqu'il était au pouvoir en 1982 et 1983. Le Guatemala est le premier pays sud-américain à avoir condamné un ex-dictateur pour génocide. À l'unanimité, le tribunal juge que l'accusé José Efraín Ríos Montt est l'auteur d'un génocide. Historique, ce jugement avait été accueilli par des cris de joie et les applaudissements des proches des victimes. Ríos Montt est arrivé à la tête du pays à la faveur d'un coup d'État le 23 mars 1982. Le pays est alors en proie à une guerre civile qui dure depuis plus de 20 ans. Militaire devenu pasteur protestant fanatique dans les années 80, il a dirigé le Guatemala d'une main de fer jusqu'à être renversé en 1983. Sous ses ordres, l'armée mène une politique de la terre brûlée contre les peuples autochtones, les accusant de soutenir les forces rebelles et la guérilla marxiste. Destruction de récoltes, de champs et de troupeaux, viols, enfants égorgés, jetés dans les rivières ou brûlés vifs. La brève période de Ríos Montt à la tête du Guatemala a été l'une des plus meurtrières de la guerre civile guatémaltèque. Selon des associations de défense des droits de l'homme, en 15 mois, 250 massacres collectifs ont eu lieu et plus de 25 000 personnes ont été tuées. Yvon Lebeau, sociologue, spécialiste de l'Amérique latine. C'est le seul pays en Amérique, pas seulement en Amérique latine, dont la majorité est indienne. Il y avait dans ce pays, dans les années 60, une des premières guérillas qui s'était développée en zone rurale, mais dans une zone non indienne. Elle avait été écrasée. La guérilla a été relancée par certains survivants de cette première phase. Et au début des années 70, cette fois-ci en zone indienne, dans l'ouest du pays, qui est massivement indien. Et les raisonnements que faisaient les animateurs de cette seconde phase étaient que si on ne pouvait pas soulever la population indienne dans un pays comme celui-là, aucune lutte de libération nationale n'était vraiment possible et donc il fallait passer par cette mobilisation de la population indienne. Mais cette mobilisation n'aurait pas pu se faire s'il n'était pas intervenu des animateurs de la théologie de la libération qui ont permis d'adapter dans la population indienne à un discours qui était quand même très éloigné. Le Guatemala était sous un régime militaire qui a contribué en adoptant immédiatement la répression la plus brutale à pousser dans les bras de la guérilla une partie de la population indienne qui n'avait pas d'autre issue que de chercher une protection. Ce sont des Indiens, il faut le dire, ceux qui sont allés vers la guérilla, qui étaient eux-mêmes déjà dans un processus de modernisation et de transformation profonde des communautés depuis plusieurs décennies. C'est un pays qui est resté très rural. S'il s'est urbanisé, c'est tout récemment, en partie, du fait de cette guerre atroce qui a décimé les communautés. À ce moment-là, ces Indiens modernisés étaient des Indiens qui essayaient de transformer leur communauté. Ils profitaient de l'aggiornamento de l'Église et ce sont des catéchistes qui essayaient par des voies sociales et économiques un renouveau, une modernisation. C'est dans ce secteur-là, opposé aux traditionalistes, ce qu'on appelle là-bas les coutumiers, les costumbristas. C'est dans ce secteur-là que la guérilla a ensuite recruté. Ils étaient en alliance à l'époque avec la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne s'étant effondrée dans les années 70, ayant été incapable de défendre sa propre victoire aux élections. Il y a eu un basculement, si vous voulez, dans la guerre, qui s'est produit à la fin des années 70. Et à ce moment-là, ça a été une guerre atroce qui
a divisé les communautés, dans laquelle les militaires ont utilisé des méthodes absolument atroces pour écraser la population civile. Ça a été 440 massacres de villages. Le Guatemala est un pays extrêmement compliqué, à part cette polarisation entre les indigènes et les non-indigènes, entre les Mayas et les non-Mayas. Il y a aussi à l'intérieur de populations indigènes plus de 20 groupes linguistiques et d'innombrables communautés, elles-mêmes divisées. Et le jeu des militaires a été de mettre de l'huile sur le feu et d'augmenter encore cette division et de leur donner surtout une violence qu'elles n'avaient pas jusque-là. Les militaires ont mobilisé environ 1 million de civils dans ce qu'on appelait à l'époque des patrouilles d'autodéfense civile contre la guérilla qui ont participé au massacre. Cette tactique-là s'est révélée payante, effectivement. Elle a pulvérisé la guérilla, elle l'a obligée à refluer et lui a fait perdre la bataille dès, disons, 82-83. C'est une guérilla qui est devenue majoritairement indienne par la force des choses. Dans 2 de ces 3 guérillas, les Indiens étaient nettement majoritaires. Soit dit, les Indiens ont monté petit à petit dans la hiérarchie, au fur et à mesure d'ailleurs des départs et des dissensions à l'intérieur de ce mouvement. Dans les 10 dernières années, les organisations mayas qui sont apparues sont des organisations qui se sont éloignées de la guérilla et qui ont une autre stratégie de prise de pouvoir par la lutte armée. Il y a une montée d'un mouvement maya, avec une affirmation du caractère maya qui est porté par une classe moyenne maya. Il faut savoir que les universités, par exemple, 25 à 30% de la population des universités est indienne maintenant au Guatemala. Si on fait le bilan de cette guerre, le bilan a été plutôt un bilan de désintégration, de division, de destruction de beaucoup de liens communautaires. Et le pays aujourd'hui est un pays meurtri où les relations sociales sont encore plus difficiles que ne l'étaient avant, ce qui n'est pas peu dire, c'est dans un pays raciste, vous savez comment ça se passe. Les relations même personnelles sont très difficiles. Et il est assez difficile de faire parler les gens de cette période, par exemple. Ils commencent à en parler, ils commencent aussi à de nouveau se parler entre eux, ce qui n'est pas facile. Il n'est pas facile de réunir des gens qui ont été divisés par la guerre. Malgré cela, se constituent ces réseaux. Par exemple, le maire de la seconde ville du pays, Quetzaltenango, est maintenant un maire indien et qui se fait élire par un électorat qui est indien et non indien, sur des positions d'ouverture, de dialogue, de tolérance. Et il en est de même de maires dans différentes régions du pays, qui sont des personnalités en général assez jeunes, qui veulent tourner la page de la violence et qui ne sont inscrites dans aucun des partis, qui se font élire par des comités civiques dans les conseils municipaux locaux et qui pratiquent cette stratégie indienne de monter en réseau consistant à contourner les partis, les organisations anciennes. Il reste que le pays est toujours gouverné par des ladinos. On a l'impression d'une société indienne d'un côté et de l'autre côté l'État. Au niveau de l'État, même s'il y a des Indiens dans les postes subalternes, dans différentes commissions, il y a une ouverture de ce côté-là, si vous parcourez les ministères, vous ne voyez pas d'Indiens. Et si vous parcourez à peu près toutes les institutions, que ce soit l'Église, l'armée, etc., plus vous montez dans la hiérarchie et moins il y a d'Indiens. Dans les accords de paix, qui ont été signés aussi par 2 parties qui n'étaient pas indiennes, les signataires de la guérilla comme les signataires du côté du gouvernement. Il y a en tout et pour tout, sur une série d'accords qui ont pris plusieurs années, il y a, je crois, la signature d'un Indien. Il y a cependant dans ces accords un accord qui est un accord sur l'identité et la culture indigène, qui est un accord que les secteurs indigènes dont je parlais tout à l'heure ont repris à leur compte comme une charte. Et l'ont approuvé, permettant à ce secteur de se projeter vers l'avenir. Notre épisode était intitulé « Procès en stand-by ». Nous reviendrons demain sur une toute autre affaire dans laquelle serait mêlée la CIA du côté de la Provence.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Histoire vivante aujourd'hui avec la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et Jean-Philippe Zwallen. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 0848 828 818. Vous écoutez La Première, il est 21h.